Voilà, bonjour à tous. On va démarrer le webinaire à l'heure Bonjour. prévue. Alors, avant de commencer, j'ai demandé à voilà, bien tout le monde de garder vos micros coupés pendant les interventions. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Bien aussi vous nommer, vous renommer pour savoir qui vous êtes et aussi voir qui a bien participé à la réunion, enfin au webinaire. Et voilà. Et sans plus attendre, on va démarrer. Je me présente Claire Topin de Ville et Aménagement Durable. Je vais vous présenter le programme de ce webinaire. On va commencer par une petite introduction de Ville et Aménagement Durable, suivi d'un rappel des définitions et des caractéristiques des matériaux bio et géosourcés, suivi d'une présentation aussi des impacts des matériaux sur la santé de manière un peu plus générale que sur uniquement les matériaux bio et géosourcés. Et après, on va aller plus dans le vif du sujet sur les bonnes pratiques de prévention et sur l'action régionale de la CARSAT sur le bois. Et enfin, on va finir avec un retour d'expérience de l'entreprise Clé Clé. Concernant les questions, vous pouvez poser les questions tout au long, au fil de l'eau, tout au long du webinaire dans le chat. Les intervenants pourront éventuellement vous répondre si c'est possible par écrit. Et puis sinon, on prendra aussi quand même le temps à la fin. Voilà. Ville et aménagement durable. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable en Auvergne-Rhône-Alpes. On rassemble 450 structures adhérentes qui sont d'origines diverses, de métiers divers, de la maîtrise d'ouvrage, donc promoteurs, bailleurs, collectivités, à la conception, euh, avec les architectes, les bureaux d'études, jusque aussi les entreprises, enfin, les fabricants de matériaux. Tous ces acteurs viennent s'informer, se former, débattre et co-construire de nouveaux standards. Et notre force, c'est de s'appuyer sur les professionnels pour co-construire des actions au service des professionnels. Et cela, on le fait du coup à travers plusieurs groupes de travail thématiques. Vous voyez là, bâtiment et santé, RE2020, collab, etc. Et des cycles thématiques aussi. Donc là, on a bâtiment et santé et écomatériaux qui sont à l'origine euh, de, de ce webinaire, en fait. Euh, qui, qui sont à l'origine de ce webinaire, donc qui ont mené une action euh, pour s'intéresser donc aux impacts sur la santé des matériaux bio et géosourcés. Euh, et pour entrer dans ce sujet, on a fait une revue bibliographique sur ces impacts sanitaires. Alors, bien évidemment, on s'intéresse pas uniquement aux impacts de ces matériaux-là, euh, parce qu'on sait également qu'il y a des impacts liés aux matériaux conventionnels, bien sûr. Mais on a souhaité faire ce petit focus sur les matériaux bio et géosourcés, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de progresser massivement dans la construction. Et l'idée, c'est de savoir, enfin, de rappeler peut-être les règles de bonnes pratiques qui sont utiles euh, d'avoir d'avoir en mémoire pour bien faire les choses. Donc notre champ d'investigation donc, portait uniquement sur les bio et géosourcés, parce à la base on s'intéressait vraiment écomatériaux de manière large, mais il s'avère que sur les matériaux de réemploi, il y a déjà un projet de recherche qui s'appelle Circulaire, qui est mené par Envirobat Occitanie. Voilà, c'était pour pas faire doublon. Et du coup, on s'est plus intéressé donc, aux matériaux bio et géosourcés, autant à la phase construction qu'à la phase exploitation pour parler santé des travailleurs et aussi santé des usagers. Et c'est vrai que sur la santé des travailleurs, c'est un champ sur qu'on a moins investigué chez VAD depuis. C'est pas forcément un champ qu'on avait beaucoup investigué avant, donc on a décidé de s'y intéresser cette fois et s'intéresser aussi à tous les conforts, enfin, à tous les déterminants de santé, mais avec un zoom plus fort sur la qualité de l'air intérieur. Donc, on a résulté une vingtaine de ressources euh, et des sources.
diverses et variées, comme vous pouvez le voir, dont l'analyse voilà, sera disponible sur notre site. Ça reste un document de travail qui n'est pas forcément exhaustif, mais qui quand même permet d'avoir euh, une sélection de ressources intéressantes. Et donc, nos principales observations, c'était que bon, les principaux risques liés aux biosourcés sont notamment liés à l'humidité, euh, mais qui peuvent être maîtrisés si on respecte bien les règles de l'art. Aussi que biosourcé ne veut pas dire que c'est 100% biosourcé. Ça veut dire que il n'y a pas de pourcentage minimum, comme on va le voir juste après. Donc, il peut y avoir des produits pétrosourcés à l'intérieur qui sont émetteurs de composés organiques volatils qui ont un impact sur la santé. Des points particuliers par rapport à la boîte de cellulose, les insectes énergisants dans la chambre ou la paille, ou encore le géosourcé, qui a un risque radioactif dans certaines roches. Et voilà, et tout ça pour dire que biosourcé ne veut pas forcément dire point dangereux pour la santé. Il faut faire attention autant que pour les matériaux conventionnels. Euh, et par contre, ce qu'on a noté, c'est qu'on peut avoir peut-être plus facilement des informations précises sur les impacts sanitaires de ces matériaux-là. Parce que les fabricants sont plus à même de transmettre les rapports d'essai. C'est un constat qui a été fait. Euh, la problématique peut aussi davantage se situer donc au niveau des artisans, avec la formation et l'information des artisans qui mettent en œuvre ces matériaux. Et comme on disait juste avant, c'est le respect des règles de l'art qui va souvent permettre de limiter les risques. Du coup, je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas Emma qui va rappeler la définition sur les matériaux bio et jeux aussi. Donc bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc je suis Nicolas Hémin, je suis chargé de mission à Ville et Aménagement Durable. J'accompagne Claire sur les sujets bâtiment santé. Et je suis également du coup sur le cycle écomatériaux. Du coup, donc moi je vais vous dresser un petit panorama général. On va pas rentrer dans le détail en 10 minutes, on n'aura pas le temps, mais pour vous montrer un peu quels sont les matériaux bio et géosourcés. Donc à commencer par une définition. Claire l'a évoqué tout à l'heure, le terme biosourcé, donc bio issu du vivant, ça se réfère à la biomasse. Un matériau biosourcé est un matériau qui intègre une part de biomasse, qu'elle soit animale ou végétale, dans sa composition. Après, justement, comme l'a dit Claire, on n'a pas cette définition légale. Elle donne pas forcément de seuil minimum, de part minimum, de pourcentage minimum de biosourcé. Donc, on peut avoir un fabricant qui met quelques pourcents de biosourcé. Il peut dire que son produit est biosourcé. Pour ça, il y a le label produit biosourcé qui est porté par Caribati qui permet voilà, de contrôler un peu plus la crédibilité du produit biosourcé au regard de sa composition. Ensuite, on parle aussi de géosourcé. Donc géosourcé, là, on va plus être sur une origine minérale. Donc principalement la terre crue et la pierre sèche, ce qu'on va pouvoir trouver sous nos pieds et extraire du sol. Euh, voilà, du coup, clairement, c'est ça. Et ensuite, enfin voilà, du coup, donc terre crue, pierre sèche sur le géosourcé et donc biosourcé, animal végétal. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer quelques exemples. Le premier auquel on pense, donc, bien sûr, ça va être le bois qu'on va extraire des forêts, les arbres, et qu'on retrouve bah, sous diverses formes dans le bâtiment. On peut le trouver en structure. Le bois d'œuvre pour la construction, pareil, il y a tout un tas de produits issus du bois pour la construction, le lamellé collé, le bois brut, etc. Et ensuite, sous forme d'isolant, où là, du coup, euh, on va pouvoir récupérer tous les petits éléments de bois, les copeaux, etc., et pour en extraire la fibre. Donc là, ça demande aussi un process un peu plus important en usine avec l'ajout de liants pour voilà, faire des panneaux euh, plus ou moins rigides, plus ou moins denses pour faire de l'isolation. Ensuite, on va avoir le chanvre. Du coup, le chanvre, il va se présenter sous différentes formes. L'avantage du chanvre, c'est que c'est une fibre. Enfin, c'est aussi que ça pousse très vite comparé à un arbre, par exemple. Du coup, on va pouvoir avoir voilà. Et puis il y a tout un intérêt aussi dans l'agriculture de faire tourner
des cultures de chanvre. Et ensuite, on va extraire la fibre pour faire comme la fibre de bois pour faire un isolant souple. Donc là, il sera un peu plus léger, un peu plus souple. Et ensuite, quand on aura extrait la fibre, il restera la tige, ce qu'on appelle la chaîne vote. Et la chaîne vote, on peut en faire du béton végétal. On va le lier à la chaux par exemple, pour en faire voilà, soit le projeter comme sur l'image à l'aide d'outils mécaniques, soit faire de la préfabrication de blocs qu'on pourra ensuite assembler. Euh, Ensuite, on pense également à la paille. Donc là, c'est un produit qui est directement issu du monde agricole. C'est un coproduit de l'agriculture, à ne pas confondre avec le blé. Donc justement, on va extraire, le blé, la graine. On va extraire du coup la graine pour faire de la farine, etc. Et ensuite, on va pouvoir avoir ces tiges qui peuvent aussi avoir un usage dans l'agriculture pour avoir un retour au sol, etc., créer de l'humus, ou avoir du paillage pour les animaux. Mais voilà, il y a une grande part aujourd'hui de paille qui reste accessible au domaine de la construction sous différentes formes. C'est encadré par des règles professionnelles qui permettent de construire avec la paille sans se poser trop de questions d'ordre assurantiel. On, euh, donc, soit en remplissage d'ossature bois, ou on peut également la préfabriquer en atelier pour faire des caissons. Ensuite, on a d'autres systèmes un peu plus innovants comme la paille porteuse ou ce genre de choses. Et ensuite, voilà, je l'ai dit, hein, je vais pas pouvoir être exhaustif, et voilà, on a tout un panel ensuite de bioressources à voir en fonction aussi du territoire, hein, plus ou moins local. Mais on a le roseau qu'on connaît bien sur les toits de chaume. On a le lin qui permet on va pouvoir récupérer notamment l'huile de lin pour faire le linoléum, à ne pas confondre avec le sol PVC. Mais voilà, on peut avoir du sol en linoléum qui est un biosourcé. La laine naturelle, le pull en laine tient chaud. On peut également isoler des bâtiments, isoler les combles avec de la laine de mouton sous forme de panneaux ou même en vrac. La ouate de cellulose qui a l'avantage de pouvoir être projetée également, un peu comme on l'a vu avec le béton de chanvre, mais là, du coup, il peut être soufflé dans les combles non aménagés, et le coton recyclé. Donc ces deux dernières ressources, la ouate de cellulose et le coton recyclé, ont l'avantage d'être issus également de l'économie circulaire, du recyclage. Pour l'un, on va récupérer le papier, pour l'autre, on va récupérer les jeans en coton. Voilà. Et le coton recyclé a aussi l'avantage d'être un bon isolant acoustique. Du coup, ça m'amène justement à on se pose la question, bah oui, bah quel est l'intérêt? Donc Claire l'a dit en début, aujourd'hui on voit qu'il y a un intérêt à utiliser ces matériaux-là, et on aimerait bien que que l'utilisation se massifie, et d'où les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais donc, qu'est-ce qui explique cette envie-là? Bah déjà, il y a l'empreinte environnementale. Donc là, on va se placer dans le cadre de la RE 2020. On voit que ces matériaux-là peuvent avoir leur carte à jouer pour répondre aux enjeux de la RE 2020. Les trois principales cibles de cette nouvelle réglementation environnementale sont de réduire l'impact carbone du secteur du bâtiment, de réduire la consommation en énergie des bâtiments, et il y a aussi la notion de confort d'été. Je pense qu'on l'a tous vu cet été. Voilà, c'est une problématique qui est de plus en plus présente. Voilà, donc après, je vous invite à regarder sur la base IGNES pour comparer, pour juger par vous-même sur, euh, voilà, sur l'impact carbone. Mais le principe d'un biosourcé, souvent on parle de puits de carbone, notamment pour le bois, mais ça marche pour la paille, etc., qui va pouvoir capturer du CO2 pendant que la plante grandit, pousse, et ensuite on va séquestrer, on parle de séquestration CO2 pendant la durée de vie du bâtiment. Donc voilà, les indices que vous pourrez retrouver pour la RE 2020, notamment l'ICE Construction, qui inclut tous les matériaux sur l'impact carbone. Et ensuite, on va le voir sur le confort d'été, ces matériaux-là ont des caractéristiques qui peuvent permettre également de jouer sur le confort d'été. Donc, on a vu beaucoup d'isolants. Du coup, quand on va regarder un isolant, on va regarder sa conductivité thermique. Donc, moins la conductivité thermique est grande, plus la résistance thermique sera importante. Euh, donc, on voit là que ces matériaux-là ne sont pas forcément très compétitifs par rapport à des isolants synthétiques ou des isolants minéraux sur le plan de la résistance thermique. Donc voilà, c'est pas non plus une solution miracle, bien sûr, sur ces
sur ces graphiques qui nous sont donnés par Caribati. Euh, Par contre, si on regarde la masse volumique, donc ça va être la densité, on est sur des matériaux globalement souvent plus denses. Et ça, c'est intéressant de savoir ça parce que si on regarde le schéma d'après qui nous donne la chaleur spécifique, donc la chaleur spécifique, c'est la quantité d'énergie qu'il va falloir pour réchauffer d'1 degré 1 kilo de matériaux. Donc là, on s'aperçoit qu'il faut plus d'énergie pour réchauffer. Généralement, ouais, ces matériaux-là demandent plus d'énergie pour être réchauffés pour chaque kilo, sachant qu'ils sont plus denses. Donc c'est finalement ce couple chaleur spécifique et masse volumique en font des matériaux à fort qui apportent de l'inertie au bâtiment et qui permettent aussi le déphasage. Donc le déphasage, voilà, ça va être le temps que l'onde de chaleur met pour traverser une paroi. Et du coup, ça va être intéressant lorsqu'on peut avoir ce déphasage qui va se compter en heures et qui peut être de l'ordre des 12 heures, hein. En général, c'est ce qu'on cherche à avoir sur une paroi pour que, à la période chaude, l'onde de chaleur arrive dans le bâtiment 12 heures plus tard, donc plutôt la nuit quand on pourra surventiler. Et ensuite, une dernière caractéristique, et je m'arrêterai là et je laisserai ensuite s'intéresser un peu plus au sujet santé, c'est le caractère hygroscopique de ces matériaux-là. Donc là, on voit au microscope la chaîne Vogt dont je vous parlais, donc, qui est utilisée dans le béton de chanvre. Ce sont des matériaux végétaux, pour la plupart, qui vont avoir des micropores. Et ces micropores, donc c'était là où circulait la sève. Aujourd'hui, ces matériaux poreux permettent de réguler le taux d'humidité de l'air ambiant, d'absorbant l'eau. Là, on a un petit graphique qui nous le montre. Donc voilà, ça va pouvoir aussi jouer sur les ambiances intérieures, donc sur le confort, en régulant le taux d'humidité, en absorbant de l'eau quand l'air est trop humide, en la restituant quand l'air est trop sec. Et ça, c'est un enjeu sur le confort, sur l'aspect sanitaire. Après, voilà, ce comportement hygroscopique, ces matériaux qui aiment bien l'eau, ça peut aussi être le revers de la médaille. Et j'en dis pas plus parce que je vais laisser la parole à Claire-Sophie nous expliquer les différents critères à observer. C'est toi qui diffuse la Claire ou tu veux que je le fasse? C'est bon, j'y viens. Tiens. Hop, tac. Voilà. Du coup, bonjour à tous. Donc, je suis Claire-Sophie Codevez de la société Medico. Et en fait, moi, j'ai un temps d'intervention pour vous parler de l'impact sanitaire des produits de construction, pas que dans une approche biosourcée, parce que justement, tout l'objectif du message, c'est vraiment de faire passer que aujourd'hui, quand on parle de produits de construction, peu importe l'origine des produits, ils doivent tous être évalués sur les mêmes critères sanitaires. Et donc, l'approche doit être identique pour chaque type de produit. Donc, c'est un peu ça que je vais vous présenter en insistant sur deux éléments de façon plus importante, mais je vais quand même vous présenter globalement l'ensemble des critères. Rapidement, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet impact sanitaire des produits de construction? Medieco est une société qui s'intéresse au lien entre la santé et le bâtiment. Donc, nous, notre rôle, dans nos principes, parmi toutes les missions qu'on peut avoir, notre principale mission, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la construction à mieux intégrer les problématiques de santé. Donc santé avec une approche globale. Et dans cette santé, on s'intéresse beaucoup à la qualité de l'air intérieur. Et donc sur un projet, quand on va intervenir à chaque phase de conception, et notamment quand il va falloir définir les critères sanitaires pour la consultation des entreprises, et puis la validation des références produits qui sont proposées par les entreprises pour vérifier qu'elles sont conformes à nos attentes sanitaires. Alors, globalement, comment est-ce qu'on évalue l'impact sanitaire des produits de construction?
On a dans la directive produits de construction de 89, on a cette directive, en fait, il y avait, donc ça veut dire que déjà en 89, on avait l'ensemble des critères d'évaluation sanitaire qui existaient. Et donc, il y a une exigence essentielle dans cette directive hygiène, santé, environnement qui définit les conditions d'évaluation de la performance sanitaire des produits et donc qui va définir les critères d'évaluation de l'impact sanitaire des produits. Donc, on voit que c'est une approche multicritère. Pour évaluer aujourd'hui l'impact sanitaire des produits de construction, il faudrait s'intéresser à quatre grandes thématiques. Et ces quatre grandes thématiques, d'ailleurs, vous les retrouverez sur les fiches de déclaration environnementale et sanitaire des produits. Dans les FDES, on a toute une partie sur l'impact carbone avec les indicateurs liés à l'impact environnemental. Et quand vous descendez dans la FDES, vous avez toute une partie sur l'impact sanitaire des produits de construction où vous retrouvez ces quatre éléments. Ça veut dire que évaluer l'impact sanitaire des produits, c'est regarder les émissions de composés organiques volatiles de ces produits, comment est-ce qu'ils impactent la qualité de l'air, les émissions de fibres et de particules, les émissions de radioéléments, et savoir si ces produits résistent au développement de moisissures. Donc, on va détailler, vu le temps, je n'ai pas détaillé les émissions radioactives, très rapidement les émissions de fibres et de particules, et puis on va surtout s'intéresser, parce qu'on est quand même dans une approche biosourcée, aux émissions de composés organiques volatiles et au développement de moisissures. Alors, la première partie, rapidement, on est sur les émissions de fibres et de particules. Donc, forcément, on va se concentrer sur l'émission de fibres, qui est plutôt une problématique d'isolant, où aujourd'hui, quand on regarde l'impact sanitaire des produits d'isolation notamment, les produits d'isolation, notamment les panneaux, sont faits à base de fibres qu'on va lier entre elles. Et donc, ces fibres peuvent avoir un impact sanitaire voilà, aujourd'hui, les critères de toxicité des fibres minérales, comment est-ce qu'on regarde si une fibre pose problème pour la santé? On va regarder d'abord la forme de la fibre et sa nature. On va regarder sa taille, où là, on est comme sur la même approche que les particules fines, hein. Plus la fibre, elle est fine, plus elle va aller loin dans le poumon. Et donc, plus elle va loin dans le poumon, plus l'impact sanitaire est important. Ces fibres dans l'air, elles vont interagir entre elles et se casser. Et donc, en fonction de la structure des fibres, on va pouvoir avoir des cassures différentes, soit longitudinales, soit transversales. Et quand on a des cassures longitudinales, ça fait des fibres qui vont être de plus en plus fines et donc qui vont aller plus loin dans le poumon. Et donc, l'impact sanitaire peut être plus important. Et puis, le dernier critère d'évaluation, c'est la biopersistance. La biopersistance, c'est combien de temps la fibre va rester dans le poumon. Et donc, on évalue cette biopersistance en laboratoire. Et par rapport à l'ensemble de ces critères, on va pouvoir exonérer ou non la fibre du classement cancérigène. Donc, il y avait les conditions d'exonération du classement cancérigène, elles avaient été définies par la directive européenne de 97, qui a été remplacée par un nouveau règlement. Et donc, on regarde, alors pour savoir rapidement finalement sur un produit si on est sur des fibres qui sont exonérées du classement cancérogène, eh ben, vous avez, c'est l'OCEP qui évalue. Et quand la fibre est exonérée du classement cancérogène, vous trouvez le petit logo Acermis sur les produits d'isolation qui renseigne que cette fibre elle a été évaluée. Et donc, pour être mis sur le marché, ça vous renseigne qu'il y a une exonération du classement cancérogène. Ça, c'est sur la partie fibre. Je vous ai rajouté également sur... Hop, je veux bien que tu reviennes. Sur la partie émission de fibres, vu qu'on est sur une problématique d'isolant, attention, sur les isolants, on a un autre sujet également qu'on pourrait rattacher aux émissions de composés organiques volatiles. C'est que le lion, donc, comme je vous disais, un panneau, c'est un ensemble de fibres qu'on va lier entre elles. Et donc, il y a aussi se poser la question, quels types de liants sont utilisés dans tous ces produits d'isolation, hein, qu'ils soient plutôt les produits d'isolation classiques ou les produits d'origine biosourcée. Pourquoi quel type de liant? Ce liant, il est fait à base de différents composants. On peut avoir des liants. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a des nouveaux liants, mais avant, on avait beaucoup de liants à base de formaldéhyde. Et du coup, qui dit liant à base de formaldéhyde dit qu'on peut aussi retrouver du formaldéhyde dans l'air intérieur. Donc, s'interroger quand on regarde les produits d'isolation, donc d'une part sur la fibre, de deux, sur quels liants sont utilisés. Et puis attention, ces produits d'isolation, ils sont quand même posés dans des parois qui sont soumises à différentes conditions, notamment des conditions d'humidité relative.
Et donc, eh ben, il faut bien que c'est les produits qui soient en contact avec ces conditions résistent d'une part au feu, mais surtout résistent aux moisissures. Et donc, on va aussi ajouter certains composés qui peuvent poser des problèmes pour la santé. Donc, quand on fait l'évaluation sanitaire des produits de construction, ben, on va regarder aussi quels ajouts de produits et de substances pour résister au feu et aux moisissures. Et également, est-ce qu'on a des insecticides qui sont présents dans le produit? Parce que toutes ces substances, elles peuvent migrer dans l'air intérieur. Deuxième sujet, et alors là, qui n'est pas des moindres, qui n'est pas une évaluation obligatoire aujourd'hui, hein. Donc c'est quand même un élément important et pourtant qui a un impact sanitaire qui n'est pas négligeable. On parle beaucoup des composés organiques volatiles, mais les moisissures, c'est la même chose. On va s'intéresser à la résistance au développement fongique. Pourquoi c'est important? C'est que déjà, on se rend compte que finalement, euh, nos bâtiments aujourd'hui sont quand même beaucoup contaminés par les moisissures. Donc, c'est un chiffre qui date un peu, mais quand l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur avait fait la campagne nationale logement, ils avaient regardé, alors ils ont fait différentes campagnes, mais le chiffre que je vous ai mis, c'est la campagne nationale logement. On remarque que 37% des bâtiments sont contaminés par les moisissures. Donc, c'est quand même finalement beaucoup de logements par rapport aux résidences principales françaises. Vous avez une petite étude là sur la droite qui vous montre que vous avez sur le schéma deux parties. D'abord, les logements qui présentent des moisissures visibles. Donc, vous avez une étude sur les bâtiments performants qui est à gauche avec le 1%, et puis l'étude nationale de la campagne nationale logement avec 15%. En fait, on se rend compte que dans les bâtiments, on ne voit pas forcément les moisissures. Vous voyez que dans les bâtiments très performants, on n'avait que 1% des bâtiments qui présentaient des moisissures. Par contre, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui dépend du CSTB, a développé ce qu'on appelle un indice de contamination fongique. C'est-à-dire que les moisissures, elles émettent des composés organiques volatiles dans l'air. Et donc, ils ont regardé, essayé de mesurer ces composés organiques volatiles dans l'air pour essayer pour calculer en fait l'indice de contamination fongique et donc s'apercevoir si on avait justement une contamination, une présence de moisissures dans l'air. Et là, on s'aperçoit que c'est pas parce qu'on les voit pas que finalement elles ne sont pas présentes, parce que vous voyez que l'indice de contamination fongique, là, il est quand même euh, les logements présentant un développement fongique est quand même assez important. On arrive quasiment à 47% dans les bâtiments performants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique sur la présence de moisissures dans les bâtiments. Et pourquoi est-ce que ça nous intéresse si on fait le lien avec la santé? Ben, c'est parce que l'impact sanitaire des moisissures, il est quand même multiple. Je vous ai mis là les différents impacts qu'on pouvait avoir. Donc déjà, à partir du moment où on a des odeurs qui peuvent gêner les gens dans les bâtiments, ça pose déjà quelques questions pour la santé. Et puis après, on a tout un développement d'effets, des effets irritatifs et respiratoires, le développement d'asthme, des effets immunologiques comme les rhinites, des effets infectieux. Alors là, on va surtout parler d'aspergillose invasive et notamment dans le milieu hospitalier. On a des effets toxiniques, elles émettent des toxines et puis, des effets cancérogènes, elles émettent des composés organiques volatiles dans l'air qui peuvent avoir des effets cancérogènes. Donc, vous voyez, on se concentre beaucoup sur les composés organiques volatiles et le transfert, l'impact des produits de construction par rapport à la qualité de l'air vis-à-vis des composés organiques volatiles. Mais les moisissures ont aussi beaucoup d'effets sanitaires et c'est vraiment important de les prendre en compte quand on fait de l'évaluation des produits de construction. Alors, quand va regarder le produit, finalement, pour qu'une moisissure se développe, bah, il faut que le produit de construction lui apporte les conditions optimales. Pourquoi est-ce que les produits de construction lui apportent les conditions optimales? Bah, c'est que l'activité, ça va dépendre de la quantité d'eau disponible pour la moisissure. Donc, la moisissure, elle aime bien avoir de l'eau, une température confortable, donc il y a une plage de température optimale pour qu'elle puisse se développer. Et puis, la composition du produit va être importante parce qu'elle va apporter du substrat aux moisissures pour qu'elle puisse se développer. Donc, c'est ces trois critères qui vont être importants. Donc, quand on voit que l'activité de l'eau, la quantité d'eau disponible pour la moisissure a une importance particulière, ça veut dire que sur le chantier, notamment, bah, le stockage des produits sur le chantier, à l'abri des intempéries pour éviter que le produit ne prenne l'eau, bah, va devenir vraiment très important. Il va falloir veiller aussi à la bonne mise en œuvre des produits. Parce qu'on sait que quand on a une discontinuité de l'isolation dans l'enveloppe, ben, on peut avoir des ponts thermiques et qui dit pont thermique dit zone de condensation. Et donc, qui dit zone de condensation, on a de l'eau et donc la moisissure, si elle a toutes les conditions nécessaires, elle va pouvoir développer.
Comme on en revient toujours autour de l'eau et d'une température optimale, bah, il va être essentiel de maîtriser l'humidité sur le chantier. Et puis, maîtriser cette humidité, ça veut dire aussi la réguler, l'évacuer. Et donc, l'importance pour lutter contre le développement fongique sur le chantier, d'assurer un renouvellement d'air du bâtiment pendant toutes les phases chantier. Et donc là, je vous ai mis, tu peux appuyer Claire, c'est là qu'on va pouvoir parler plus spécifiquement peut-être des produits biosourcés. Euh, non pas qu'ils posent problème vis-à-vis du développement fongique, mais ce sont des matériaux qui sont quand même plus sensibles au développement fongique, notamment par rapport, comme disait Nicolas, à leur capacité hygroscopique et par rapport à leur composition chimique. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de produits biosourcés si on s'intéresse à l'impact sanitaire. Par contre, ça veut dire que ce que je vous ai cité, toute l'importance des conditions de mise en œuvre sur le chantier, bah, elles sont encore plus importantes que pour les autres produits. Et donc, il faut être très vigilant avec les produits biosourcés sur les mises en œuvre, sur la mise en œuvre sur le chantier. Ça veut dire qu'il faut juste être, faire attention au préalable et puis sensibiliser sur cet impact et puis être très vigilant sur les différentes étapes de mise en œuvre des produits. Alors, on peut évaluer, alors ça se fait très peu. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de résultats sur les produits qu'ils mettent en œuvre par rapport à la résistance fongique des produits. On peut évaluer le comportement des matériaux face à l'humidité et aux moisissures. Donc, il existe différentes normes qu'on peut tester. Donc, on va inoculer différentes souches de moisissures et puis regarder comment le matériau se comporte par rapport se comporte par rapport au développement de ces souches. Et puis, on va essayer de déterminer leur caractère, que ce soit inerte, fongistatique ou fongicide. Donc, est-ce qu'ils arrêtent le développement des moisissures ou même aller plus loin, est-ce qu'ils repoussent le développement des moisissures? Et donc, tout ça, ça se fait en laboratoire sur les échantillons. On va inoculer différentes souches de moisissures, on les incube et puis après, on regarde quelle quantité de moisissures ont poussé. Et ça, aujourd'hui, bah, il y a des laboratoires spécialisés qui le font. Et donc, si on voulait aller plus loin sur l'évaluation sanitaire des produits, ben, il faudrait pouvoir demander ces tests pour essayer d'évaluer la résistance fongique des matériaux. Aujourd'hui, on le fait surtout pour essayer d'accompagner les industriels à choisir les matériaux les plus résistants, notamment dans le cadre de certains équipements. Par exemple, on peut travailler sur les puits climatiques. On va regarder la résistance fongique des revêtements intérieurs puisque on peut avoir des phénomènes de condensation à l'intérieur et donc avoir des conditions favorables au développement des moisissures. Le dernier sujet sur la partie évaluation de l'impact sanitaire des produits de construction, bah, c'est les émissions de composés organiques volatiles. Et là encore, ça concerne l'ensemble des produits. Là, sur cette diapo, vous avez les principales familles de composés organiques volatiles qu'on va pouvoir retrouver dans les produits de construction. Alors, sans forcément tout détailler, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est qu'on a quand même beaucoup de familles de composés organiques volatiles. Qui dit beaucoup de familles de composés organiques volatiles dit beaucoup de composés individuels. On peut retrouver beaucoup de substances émises par les produits de construction. Alors certaines sont connues, comme le formaldéhyde. On parle beaucoup aussi en qualité de l'air intérieur de tous les hydrocarbures aromatiques, comme le benzène, le toluène, l'oxylène. Donc c'est vrai qu'on va essayer de faire attention à l'ensemble de ces familles. Et vous voyez que sur le petit tableau d'à côté, eh ben, pour les différentes catégories de produits, chaque catégorie de produits va avoir ses spécificités. Et donc, on a certaines familles de produits qui vont émettre plus spécifiquement des aldéhydes, des terpènes. Les terpènes, on va notamment les retrouver pour tous les produits justement un peu plus d'origine biosourcée. Notamment tous les produits à base de bois, on sait qu'on peut retrouver un peu d'alpha-pinène et d'hexaldéhyde. Alors, comment est-ce qu'on choisit des produits à faible impact sur la santé? Bah, je vous ai mis forcément l'étiquetage obligatoire des produits de construction que vous connaissez tous. Cet étiquetage, alors c'est vrai que c'est là qu'on voit un peu la limite par rapport à la diapo d'avant où on a l'ensemble des familles et des substances qu'on peut retrouver dans l'air. Bah, l'étiquetage obligatoire des produits de construction, c'est déjà une bonne première étape, mais il va évaluer les émissions des produits de construction sur 10 polluants, et ce qu'on appelle les composés organiques volatiles totaux avec bien sûr le A+, étant les produits les plus respectueux de la qualité de l'air intérieur, et produit C, les produits avec de plus fortes émissions. Alors là, vous avez sur ce tableau justement les différents composés. Hein, quand je vous disais que l'étiquetage permettait d'évaluer 10 polluants, donc là, vous retrouvez les 10 substances qui sont évaluées par l'étiquetage obligatoire des produits de construction. Ce
qu'on peut dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même le formaldéhyde qui a été, dont on parle beaucoup en qualité de l'air intérieur. Le formaldéhyde fait partie des 10 polluants qui sont évalués. Et vous voyez qu'on a d'autres substances. Après, effectivement, 10 par rapport à l'ensemble des substances qu'on pourrait évaluer euh, émises par les produits de construction, bah, finalement, c'est assez peu. Et puis, vous allez retrouver les composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles, c'est l'ensemble des composés qu'on va retrouver dans l'air intérieur, sans parler, on le fait de façon, c'est un peu la charge globale de composés organiques volatiles qui peut être émise par les produits de construction. Ce qu'il faut savoir sur cet étiquetage, c'est que la, hum, l'obligation pour l'industriel aujourd'hui, c'est d'appliquer le produit pour qu'il soit mis sur le marché français. Et donc, il faut s'assurer, quand on a un étiquetage, bah, que les tests en laboratoire ont bien été faits pour que la classe d'étiquetage qui est annoncée, bah, ce soit bien celle qui a été mesurée en laboratoire. Et dans ces cas-là, le travail complémentaire à faire, c'est quand vous voyez l'étiquetage sur un produit, bah, c'est de demander au fabricant une attestation. Donc là, vous avez un exemple d'attestation, une attestation qui garantit que le produit a bien été testé en laboratoire et est conforme à la classe qui est affichée sur le produit. Alors, comment se passent les tests en laboratoire? Bah, voici un exemple. Donc, il y a un prélèvement d'échantillon. On prélève un morceau d'échantillon. On prépare cet échantillon selon des normes. Ensuite, cet échantillon est envoyé dans des chambres d'essai. Donc, les chambres d'essai, ce sont des chambres avec des matériaux inertes. Ça peut être de l'inox, ça peut être du verre. On va le mettre selon les normes, la série de normes ISO 16000. On va le mettre un certain temps dans ces chambres d'essai. Donc, ils vont rester 28 jours en chambre d'essai avec une température contrôlée, une humidité relative contrôlée et un taux de renouvellement d'air contrôlé. Et au bout de 28 jours, on prélève un échantillon d'air qui va être analysé en chromatographie. Et donc, on va identifier les différents pics. Donc, ça va nous renseigner sur les concentrations de chaque composé qui est évalué par l'étiquetage obligatoire des produits de construction. En complément, donc ça c'est l'étiquetage. Donc l'étiquetage, vous retenez qu'il faut, l'étiquetage c'est bien, mais il faut s'assurer que la classe affichée est la bonne et donc on va demander au fabricant une attestation, euh, une attestation pour prouver que le produit a bien été testé en laboratoire. Et en complément, on a également différents labels euh, spécifiques à chaque famille de produits. Alors certains vont s'intéresser à toutes les familles de produits de construction. Et donc ces labels, un certain nombre de ces labels intègrent des mesures d'émission en laboratoire, donc ce qui est quand même une très bonne chose. Ça veut dire que quand vous avez le label, vous êtes sûr que le produit a bien été testé en laboratoire. Alors après, les critères de performance sont différents entre chaque label, mais globalement, en fonction des différentes familles, en plus de l'étiquetage, pour garantir des produits à faible émission, on peut également demander un label environnemental. Et donc, ce que je voulais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette diapo. Ça vous montre un peu, finalement, qu'entre l'étiquetage et les labels, c'est vraiment une approche qui est complémentaire. Vous voyez, sur le schéma de gauche, vous avez les émissions de en composés organiques volatiles à 28 jours. Donc, vous avez les valeurs de l'étiquetage, la valeur A+, qui demande 1000 microgrammes de composés organiques volatiles totaux à 28 jours. Vous voyez que par rapport aux autres labels produits de construction, ben, on est quand même sur des valeurs qui sont beaucoup plus basses. Donc, ça veut dire que notre étiquetage, finalement, par rapport aux coffres totaux, il n'est peut-être pas si performant. Par contre, si on regarde la partie émission en formaldéhyde à 28 jours, ben, vous voyez que l'étiquetage A+, il est à 10 tout en bas, que la deuxième classe de l'étiquetage, elle est à 60, et que finalement, par rapport aux autres labels produits de construction, ben, quand on a un étiquetage A+, pour le formaldéhyde, on est finalement plus performant que les autres labels. Donc, l'idée, c'est de se dire que quand on a l'étiquetage, c'est bien, notamment pour des produits qui émettent du formaldéhyde. Quand on est sûr que le produit est A+, ça reste un produit qui est très performant. Par contre, avoir un label produit de construction, bah, c'est aussi intéressant parce que ça limite les émissions en coffre totaux et donc ça prend en compte finalement plus de paramètres. Ça va être exigeant sur plus de paramètres. Alors, on a plus de 5 minutes de retard. Ouais, je me dépêche. Du coup, dernière diapo. Euh, donc, toujours sur cette approche pour les émissions de composés organiques volatiles, on vient de terminer un travail pour la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, alors qui est un peu, qui s'intéresse aux émissions des produits de construction et en fait qui va vous redonner l'ensemble des clauses euh, COV, enfin,
qualité de l'air intérieur pour les produits de construction, ça a été fait dans le cadre du plan ozone. Donc, c'est une approche qui est un peu différente. C'est que pour limiter les émissions d'ozone, il faut limiter les émissions de COF. Et donc, qui est-ce qui émet des COF? On a les produits de construction qui émettent des composés organiques volatiles. Donc, c'est un des paramètres sur lesquels on peut jouer. Et donc, Cyril, dans la barre de conversation, vous met tous les liens pour aller consulter le rapport. Et en fait, ce rapport va vous donner toutes les clauses qu'on peut intégrer dans des pièces écrites pour justement choisir des produits qui sont respectueux de la qualité de l'air intérieur. Et donc, ces clauses, vous avez un exemple sur l'attestation, elles sont évaluées les unes par rapport aux autres sur 4 critères, que ce soit le coût, la facilité de mise en œuvre, l'impact sur la qualité de l'air et l'impact sur l'ozone. Voilà. Super, merci beaucoup. Hop, j'arrête le partage et du coup, je passe la main à Adrien. Et juste pour rappel, ceux qui sont arrivés en cours de route, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Les intervenants pourront peut-être vous répondre si au fil de l'eau par écrit directement. Voilà. Hop là, donc normalement, tout le monde voit mon écran, c'est bon? Oui, il suffit juste de Ok, mettre parfait. en plein écran. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement les bonnes pratiques de prévention lors de la mise en œuvre de ces matériaux bio et géosourcés. Alors après, je ne vais pas parler de tous les matériaux bio et géosourcés. On va s'arrêter plus particulièrement sur la fibre de bois, chaux et chanvre, la terre crue. Et puis, j'évoquerai également d'autres risques professionnels qui ne sont pas forcément liés systématiquement à tous ces matériaux. Et je vous présenterai quelques ressources que vous pourrez utiliser après. Alors, sur la fibre de bois, du coup, on sait que la mise en œuvre de ces matériaux, ça va engendrer différentes expositions à des risques pour la santé et la sécurité. Alors là, on est spécifique sur les travailleurs. Et notamment, si vous prenez en compte ces risques-là lors de la préparation du chantier, vous avez de bonnes chances de les réduire. Par exemple, donc, on va avoir le risque de chute de hauteur lors de la pose des panneaux ou de l'insufflation. On peut avoir aussi tout ce qui va être troubles musculo-squelettiques. Aujourd'hui, les TMS, les troubles musculo-squelettiques représentent quand même une grande majorité, enfin la grande majorité des maladies professionnelles reconnues. Et vous allez avoir ça, puisque du coup, bah, pour la mise en œuvre, vous allez avoir un nombre important de ports de charge, alors plus ou moins lourdes, mais en tous les cas régulièrement. Également, le risque d'incendie et tout ce qui va être lié aux poussières, et notamment aux poussières de bois. Les poussières de bois qui sont classées donc cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, hein, le CMR, notamment lors des phases de découpe de panneaux, définition. Et là, pour le coup, on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité de l'air intérieur, mais cette fois-ci pour les travailleurs. Pour éviter ces risques, vous avez des mesures de prévention qui existent, bien sûr. Donc, vis-à-vis du risque de chute de hauteur, on a ce qu'on appelle l'échafaudage périphérique, de type à montage et démontage en sécurité. On peut aussi retrouver la pose de consoles manufacturées et normées. Et pour les plus faibles hauteurs, les plateformes individuelles roulantes légères, alors légères ou pas légères d'ailleurs, il peut y en avoir des lourdes, pour intervenir en hauteur. Sur le risque de TMS, bien évidemment, tout ce qui va être utilisation d'outils d'aide à la manutention, tels que les chariots, les diables, les transpalettes, les manuscopiques, tous les moyens de levage qu'on peut retrouver également. Alors, à choisir en fonction de la configuration des lieux et des possibilités offertes par le chantier, bien évidemment. Si vous n'avez pas cette phase d'étude, vous allez avoir des équipements qui vont être peu ou pas utilisés. Sur les poussières, là, pour le coup, il est important de privilégier toutes les machines qui vont être dotées d'un raccordement pour pouvoir les relier à un aspirateur, et notamment un aspirateur donc très haute efficacité et qui va permettre le transport des matériaux explosibles. Puisque du coup, sur les poussières de bois, par exemple, on peut avoir des générations d'ATEX, donc des atmosphères explosives, et du coup, des risques liés à ça. Si on ne peut pas utiliser les systèmes d'aspiration des poussières, soit parce qu'il y a une impossibilité technique ou parce que c'est, je ne sais pas, sur une très courte durée, on pourra utiliser aussi des masques de protection respiratoire, alors de type FFP3. Donc ça peut être le masque jetable,
hein, avec une valve expiratoire, ou directement les demi-masques à cartouche. Ça fonctionne aussi. Sur le risque incendie, là, on va plutôt aller sur le stockage. Donc, comment on stocke les matériaux, donc à l'abri des sources de chaleur, à distance des produits chimiques. Et bien évidemment, on ne fume pas dans la zone de travail, on s'éloigne. Un petit focus aussi sur la performance du chantier, l'échafaudage qui serait mis en place sur le bâtiment, sur l'ouvrage. Il vous permettra d'améliorer le confort des compagnons, ça c'est bien évident, mais il pourra aussi être mis en commun avec d'autres entreprises, ce qui vous permettra d'optimiser son utilisation. Et c'est pareil pour les outils d'aide à la manutention également. Sur la chaux et le chanvre, là aussi, on a différents risques pour la santé et la sécurité, alors qui peuvent être réduits ou supprimés en fonction de ce que vous allez mettre en place comme mesure de prévention. Donc là aussi, on a les chutes de hauteur, cette fois-ci lors de la projection des enduits. On peut avoir les troubles musculo-squelettiques puisque vous allez avoir des manutentions manuelles importantes et aussi d'ailleurs des postures contraignantes qui peuvent apparaître. Au niveau de la peau, on peut aussi avoir donc des irritations avec tout ce qui est caractéristiques abrasives de ces matériaux, des allergies éventuellement lors de la manipulation de la chaux. Et là encore, des poussières. Alors cette fois-ci, ce n'est pas des poussières de bois, on va considérer plutôt les poussières totales et alvéolaires. Donc les poussières alvéolaires, c'est celles qui sont très fines et qui vont aller du coup se loger profondément dans les poumons. Et vous allez avoir cette exposition lorsque vous allez réaliser le mélange ou le remplissage de la machine à projeter. Donc là encore, des solutions existent. Vous avez encore une fois l'échafaudage donc périphérique extérieur. On peut aussi retrouver des échafaudages roulants pour l'intérieur, notamment la réalisation des enduits intérieurs, ou les plateformes individuelles roulantes, là aussi plutôt des légères. On a des outils d'aide à la manutention qui peuvent être également utilisés. Et pour la partie alimentation de la machine, on peut aussi trouver des équipements qui vont permettre d'automatiser ce chargement, ce qui va limiter l'exposition aux poussières. On peut délimiter la zone de travail pour que seul le ou les opérateurs de la machine y aient accès. Et là encore, porter également des protections respiratoires. Donc, c'est les mêmes, hein, c'est le masque respiratoire type FFP3. Lors du nettoyage des zones de travaux aussi, privilégier un nettoyage à l'humide. Alors, ça peut être un jet d'eau, une brumisation, par exemple, avant de passer le balai. L'idée, c'est quand même de supprimer l'usage de la soufflette et du balai pour le nettoyage, puisqu'on va remettre en suspension dans l'air ces poussières, et du coup, elles vont être à nouveau respirées, inhalées. Donc l'idée, c'est plutôt de privilégier le nettoyage à l'humide et l'aspirateur, toujours pareil, à très haute efficacité. Là encore, si vous organisez votre poste de travail en amont, vous pouvez améliorer du coup le confort de vos salariés, des salariés qui vont mettre en œuvre les matériaux, et également réduire aussi les temps improductifs. Alors, temps improductif, je rentre un peu dans le détail, on ne parle pas, par exemple, des temps de pause. Le temps de pause, ce n'est pas un temps improductif, c'est un temps où le salarié il récupère par rapport à sa dépense métabolique. Donc là, il est important qu'il puisse avoir des temps de pause. Hop. Sur la terre crue, cette fois-ci. Donc sur la terre crue, là encore, on a des risques professionnels qui vont apparaître, mais qui vont dépendre aussi de la technique qui est mise en œuvre. Puisqu'on peut avoir, par exemple, du pisé, du torchis, de la brique. Alors, je ne suis pas exhaustif, mais sur ce matériau, on peut du coup citer, toujours pareil, le risque de chute de hauteur, les risques liés aux poussières, à l'exposition aux poussières, cette fois-ci lors de la découpe des matériaux ou de la réalisation des finitions, des TMS, donc troubles musculo-squelettiques, toujours par rapport au port de charge, aux gestes répétitifs et également aux postures contraignantes. Les moyens de prévention, les bonnes pratiques qui existent, c'est encore une fois les échafaudages périphériques qui vont protéger des risques de chute de hauteur, l'échafaudage roulant pour l'intérieur et la PIRL également pour pouvoir intervenir en sécurité.
Là aussi, vous allez plutôt donner la priorité aux machines qui sont dotées qui peuvent être dotées d'un système d'aspiration. Si ce n'est pas possible, vous avez la possibilité de vous replier sur la protection respiratoire. Alors, une précision aussi sur la protection respiratoire, c'est des masques jetables et en règle générale, sur une exposition classique, on recommande de jeter le masque au bout de la demi-journée. Donc, si vous aviez l'habitude de changer de masque une fois par jour, bah, passez plutôt à une fois par demi-journée, parce que pour le coup, ces masques, ils s'encrassent assez vite et au bout d'un moment, ils sont saturés, ce qui fait que vous allez avoir de plus en plus de mal à respirer à l'intérieur et du coup, ils ne seront pas efficaces parce que vous allez l'enlever. Lors du nettoyage des zones de travaux, pareil, on privilégie le nettoyage à l'humide ou l'aspirateur. On supprime encore une fois l'usage du balai et de la soufflette. Là aussi, pour vous donner un ordre d'idée, entre une exposition classique avec du coup un nettoyage par aspiration ou par nettoyage à l'humide et un nettoyage par soufflette ou balai, en gros, quand vous balayez, vous multipliez votre exposition à peu près par 200 en termes d'exposition aux poussières. Si vous utilisez une soufflette, c'est x 400. Donc c'est quand même relativement énorme, hein. Là aussi, vous allez pouvoir utiliser des outils d'aide à la manutention. Donc toujours pareil, à déterminer en fonction de votre chantier, de votre poste de travail et de ce que vous avez à réaliser. Vous pourrez aussi utiliser ce qu'on appelle les tables élévatrices, notamment pour le montage des briques. C'est du matériel qui est relativement coûteux, c'est vrai, mais qui est quand même très très utile et très très pratique. Là aussi, si vous faites cet effort d'adaptation, vous allez pouvoir améliorer le confort de vos salariés, réduire les risques de pathologies professionnelles et du coup améliorer votre performance sur le chantier. Alors, avant de passer aux autres risques professionnels que je n'ai pas évoqués jusque-là, une précision. Bien évidemment, la mise en œuvre des matériaux bio et géosourcés, on l'a vu, entraîne des risques professionnels. Je rappelle aussi que les autres types de matériaux, on va dire plus classiques, béton, agglo, parpaing, briques classiques, engendrent également, bien évidemment, des risques professionnels qui peuvent être d'ailleurs les mêmes que ceux qu'on a vus ici. Vous n'avez pas plus ou moins de risques à utiliser des matériaux bio ou géosourcés. Ce qui va surtout compter, c'est quelles mesures de prévention vous allez mettre en face. Donc, sur les autres risques professionnels, alors là aussi, je ne suis pas exhaustif, bien sûr, mais on va retrouver tout ce qui est exposition au bruit lors de l'utilisation des différentes machines. Alors, ça peut être les machines portatives ou des machines plus lourdes. Vous avez tout ce qui va être lié à l'hygiène sur le chantier. Donc, bah, vous avez des activités qui peuvent être plus ou moins salissantes. Par exemple, j'ai parlé de la chaux et du chanvre. Là, vous allez projeter des enduits, forcément, vous allez vous salir. Vous avez également tout ce qui est risque mécanique lors des phases de découpe de ces matériaux. Alors, par exemple, hein, et puis, vu qu'on est sur une activité de bâtiment et de travaux publics, pour le coup, on a également une activité qui va vous exposer au froid, à la chaleur. Là aussi, vous pouvez réduire, voire supprimer ces risques par l'emploi de machines qui sont adaptées. Si on parle par exemple du bruit, lorsque vous achetez votre machine, vous pouvez demander au fabricant qui vous donne plusieurs possibilités de machines et qui vous permettent ensuite de choisir la machine la moins bruyante. Idem pour les vibrations d'ailleurs. Le port des EPI peut aussi vous aider, mais attention, l'EPI, c'est vraiment le dernier recours après avoir tout fait, tout essayé pour réduire le risque. Donc là, vous allez retrouver le casque de protection, les bouchons anti-bruit, les gants de protection, les chaussures, les bottes, etc. Et bien évidemment, la possibilité de respecter les règles d'hygiène sur le chantier. Alors ça, c'est malheureusement encore une grosse difficulté. On a énormément de chantiers, et là je parle particulièrement de la maison individuelle du particulier, où il va y avoir un point d'eau, il n'y aura pas forcément de sanitaire, pas forcément de réfectoire. Et du coup, on se retrouve à être exposé à des poussières, à des polluants lors des repas, par exemple, ou lors des temps de pause.
Et Pour Adrien, finir, si tu oui, peux conclure assez rapidement sur les ressources pour je qu'on termine. puisse passer. J'ai terminé. Merci. Je vous ai Ouais, mis sur le support que vous aurez, qui sera transmis, je pense, après, une ouais, bibliothèque. Donc, cette bibliothèque, elle contient des solutions chantiers, donc de l'OPP, des solutions techniques qui concernent des matériels que vous pourriez être amené à acquérir. Certains sont subventionnés par la CARSAT, mais ça, je laisserai mon confrère Frédéric en parler. Voilà, j'ai terminé. super. Merci beaucoup. J'allais s'arrêter pour le temps, voilà. Parfait. Et Frédéric qui prend la main. Et n'hésitez pas aussi les intervenants voilà, à répondre aux questions qu'il y a dans le chat. Il y a déjà une question sur les fibres. Oui, bonjour, Frédéric Fayard, ingénieur conseil au service prévention de la CARSAT. Vous m'entendez bien? Oui, Euh, donc, pour ma part, je vais vous faire un retour d'expérience d'une action régionale qui se déroule depuis 2019 et qui se termine en 2023 et qui consiste à accompagner une cinquantaine d'entreprises de la construction bois. Alors, après un rappel de sinistralité dans la filière bois, on pointera donc les points d'amélioration dans les activités en fonction des risques identifiés, ainsi que la présentation de bonnes pratiques identifiées sur le terrain. Et je finirai par les propositions d'aide financière. Donc la CARSAT, rapidement, nous appartenons à la sécurité sociale. On a trois branches, une partie pour la retraite, une partie avec des assistances sociales, et la troisième branche, c'est les risques professionnels pour lesquels nous calculons les taux de cotisation des entreprises. Nous sommes l'assurance du régime général pour le risque accident du travail, maladie professionnelle. Et en termes de prévention, eh bien, nous engageons les entreprises dans la prévention des risques. Nous ciblons les risques majeurs en fonction de nos statistiques et on contribue à la coordination des acteurs de la prévention. Alors, un petit point sur la sinistralité dans la construction bois. Si on prend par exemple l'indicateur indice de fréquence, qui est le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés, on voit que dans la filière bois, il est à 85 environ, alors que en moyenne nationale, il est à 37. Donc la filière bois, c'est deux fois et demi plus supérieur. Et c'est même bien supérieur aussi, on voit, à la moyenne dans la construction. Si on fait un zoom sur l'activité proprement parlée de la construction bois, on est même à 95, donc des indicateurs relativement élevés, euh, qui donc entraînent, ce qui signifie en fait concrètement qu'un salarié sur 10 est touché par un accident du travail avec arrêt en moyenne par an, et qu'en moyenne, ça entraîne 63 jours d'arrêt. Les causes de ces accidents, eh bien, principalement, ce sont pour moitié les manutentions manuelles. Ensuite, l'utilisation d'outillage à main, les chutes de hauteur, les chutes de plein pied, et enfin les risques machines. Concernant les maladies professionnelles, on voit que principalement ce sont les troubles musculo-squelettiques qui sont reconnus dans la construction bois. Il y a également le bruit, les poussières de bois. Donc, en gros, 1100 maladies professionnelles de reconnues chaque année dans la filière. Et il faut noter qu'il y a entre 60 et 80 infections professionnelles en lien avec les poussières de bois, avec l'inhalation de poussières de bois, qui peuvent entraîner notamment entre 40 et 50 cancers primitifs, notamment les cancers de l'ethmoïde, dans les fosses nasales. Alors, si on revient maintenant sur notre action régionale et qu'on fait un retour d'expérience, on voit que pour les ateliers de préfabrication, eh bien, il y a besoin de faire encore des efforts pour la maintenance des réseaux d'aspiration des machines à bois pour capter les poussières de bois. Il y a également il serait nécessaire d'augmenter les capacités de captage des outillages portatifs, comme les ponceuses, par exemple, les ponceuses orbitales.
Ça, c'est en lien avec les risques d'inhalation des poussières de bois et donc les risques de cancer. Il y a également nécessité d'améliorer les systèmes d'aspiration avec des équipements qui soient aux normes ATEX pour pallier au risque d'incendie-explosion. Euh, Ensuite, il y a également la prise en compte d'insuffisantes de travaux en hauteur et notamment de petite hauteur dans les ateliers et d'avoir des postes qui soient aménagés Salut. de manière ergonomique. Ceci entraîne des problématiques de risque de chute de hauteur et également de troubles musculo-squelettiques. Pareil, l'absence d'aide mécanisée est souvent soulignée. Et enfin, il y a toujours ce risque lié aux machines qui est très prégnant dans ces activités, notamment dans les ateliers. Et là, ça entraîne des risques des accidents, des types coupures ou amputations. Alors, en termes de bonnes pratiques, eh bien, on voit par exemple sur ces photos des tréteaux, des plans de travail à rouleau qui permettent d'accéder assez facilement, donc de manière ergonomique, pour réaliser de la fabrication d'ossature. Sur ces exemples-ci, on a des postes de garnissage à gauche avec des fosses abardées qui peuvent s'élever plus ou moins pour que l'opérateur travaille à hauteur d'homme. Et à droite, des podiums avec différentes hauteurs pour permettre le garnissage des ossatures bois. Tout ça, ce sont donc des travaux hors site, un atelier. Des bonnes pratiques, c'est bien sûr l'utilisation aussi de ponts roulants. Les entreprises qui n'en ont pas ont véritables problèmes pour manutentionner des éléments préfabriqués de grande dimension et d'une certaine hauteur. Concernant l'aspiration des poussières de bois, on voit ici à gauche un réseau d'aspiration des poussières avec des collecteurs et des piquages qui viennent se connecter sur les différentes machines à bois. Au milieu, on a des trappes électro-pneumatiques asservies au fonctionnement de la machine. Et donc ça, c'est la photo du milieu. Et à droite, la connexion sur une toupie avec un piquage pour pouvoir connecter un aspirateur et faire le nettoyage des postes par aspiration et non pas par balayage, comme le disait mon collègue Adrien Royer. Le balayage ou la soufflette, ça remet en suspension les poussières de bois. Ensuite, par rapport à l'utilisation d'outillages électroportatifs, notamment des ponceuses, il existe des systèmes haute dépression, comme là on voit un boîtier multi-énergie sur lequel on peut venir brancher électricité, pneumatique, ainsi que tuyauterie, brancher une gaine pour aspirer les poussières de bois. Et sur cet exemple, il y a une potence articulée, ce qui veut dire que toutes les câbleries, toutes les gaines et les câbles sont en hauteur, ne traînent pas au sol, et donc il n'y a pas de risque de chute de plein pied. Donc, il y a une fiche là que je vous mets pour mémoire de la CNAM qui aide à l'établissement d'un cahier des charges pour ce type d'installation. Enfin, toujours pour les poussières de bois, là, vous voyez des centrales de filtration qui sont reliées directement à des conteneurs. Donc, il n'y a pas de manipulation intermédiaire pour venir récupérer des poussières. Et ce sont des phases souvent où les salariés sont très exposés. Pour la partie ATEX, il faut ajouter également donc, ces équipements qui doivent être aux normes pour éviter les risques d'incendie-explosion. Et sur la photo de droite, on voit des collecteurs qui sortent du bâtiment et qui sont munis de vannes ou clapets coupe-feu. Pour les chantiers maintenant, ce qu'on voit sur les chantiers, c'est des matériels qui sont destinés à la réalisation des travaux de faible hauteur qui sont inadéquats. On a beaucoup de travail à l'échelle ou sur des petits escabeaux. Pour les protections collectives contre les chutes de hauteur, eh bien ça aussi c'est très perfectible. Soit il y en a une partie ou il n'y en a pas, ou alors ce sont des matériels qui ne sont pas aux normes ou adaptés. Donc là, bien sûr, on est confronté à des risques de chute de hauteur et c'est ce qui contribue aussi à ce que cette profession ait des indicateurs de sinistralité élevés.
La sous-utilisation également de grues et de méniscopiques, ça c'est un problème parce qu'on ne peut pas amener à pied d'œuvre le matériel et donc on s'expose à des lombalgies, des troubles musculo-squelettiques. Et enfin, les installations d'hygiène insuffisantes, effectivement, ça a été souligné tout à l'heure également, il faut s'améliorer notamment sur les petits chantiers de maisons individuelles, de chalets, pour mettre en place des installations adéquates pour le travail des salariés. Alors, concernant les bonnes pratiques, vous voyez ici la photo d'un échafaudage de pied, un montage, démontage en sécurité, qui englobe l'ensemble de l'ouvrage et qui vient pour assurer également les travaux de toiture et de charpente. Sur ces exemples, on a l'utilisation de plateformes individuelles roulantes. On voit ici l'assemblage à gauche de modules 3D, à droite l'assemblage d'un chalet avec une poutre. Donc ça permet de réaliser des opérations de levage, assemblage, pose, ainsi que clouage, vissage dans des bonnes conditions de travail, de manière efficace et en sécurité. Sur ce chantier, on voit qu'il existe il a été mis en place une grue à montage rapide. Donc, ça permet d'accéder à l'ensemble du chantier, d'amener à pied d'œuvre le matériel. Et on voit également qu'un échafaudage périphérique a été monté dès le début du chantier. Donc, des bonnes pratiques. Ici, ce sont l'utilisation de crochets radiocommandés. En l'occurrence, sur ces modules 3D avec palonnier, il y a 3 crochets radiocommandés utilisés simultanément qui peuvent être donc, qui permettent un désélingage à distance des élingues et donc qui supprime les risques d'aller désélinguer en hauteur avec des risques de chute de hauteur. C'est un travail efficace et sûr. Je finis par les aides financières. Donc, il y a déjà les aides qu'on appelle, nous, les subventions prévention TPE. Malheureusement, pour cette année, le budget est épuisé, mais je vous invite à retourner à partir du mois de janvier 2024 sur le site de la CARSAT, je vous ai mis l'adresse. Ce sont des aides qui sont disponibles pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent concerner des aides pour les activités de BTP, pour les aides à la manutention en lien avec les TMS, avec des cabines de ventilation pour les activités de menuiserie, par exemple, ou dans les risques, ou globalement pour les risques chimiques. Et ensuite, il y a également la possibilité pour les entreprises de moins de 200 salariés de solliciter un contrat de prévention. Alors, dans la filière bois, l'ensemble des activités de la filière bois sont couvertes par des conventions nationales d'objectifs qui permettent d'accéder à des contrats de prévention. Mais globalement, l'ensemble des activités du bâtiment sont couvertes également, toutes les professions. Donc pareil, là, il faut aller voir sur le site de la CARSAT pour les démarches à mettre en œuvre. Je finis en remerciant les entreprises de notre programme régional Bois qui ont accepté que je diffuse des photos prises dans leur atelier ou sur leur chantier. Donc merci à ces entreprises. Et enfin, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Et je laisse la parole du coup à Noé Salsona qui va terminer ce webinaire. Désolée pour ce retard, on n'aura du coup pas le temps pour les questions à l'oral, mais donc n'hésitez pas à poser les questions dans le chat pour que les intervenants vous répondent. Bonjour à tout le monde. J'essaye de mettre... Ah, c'est ça. Voilà. Vous voyez bien la présentation? Oui, parfait. Ok. Donc, Noé Solsona, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Caliclé. Ça fait quasiment 20 ans que je travaille dans la filière, on va dire, biosourcée. D'abord dans la filière paille, et puis j'ai ajouté à nos activités les bétons de chanvre. Donc l'entreprise a la particularité d'être spécialisée uniquement sur 2 techniques, à savoir les enduits, essentiellement les enduits terre, mais aussi les enduits chauds, et les bétons biosourcés. Nous, on parle de béton biosourcé parce que le béton biosourcé, ça peut être avec un liant à base de chaux, à base de terre, ça peut être un granulat de chanvre ou ça peut être un autre matériau.
Donc, on a deux techniques, mais par contre, la particularité, c'est qu'on a différentes prestations à l'inverse d'une entreprise classique du bâtiment qui va faire que du chantier. On fait du chantier, on vend des ouvrages au mètre carré, mais on fait également de la location de matériel, de la vente de matériel et d'outillage, et on fait de la formation, du conseil. L'idée, c'est de, voilà, de maîtriser autant que possible nos deux techniques qui, à 20 ans, étaient quasi inexistantes, on va dire, et pouvoir répondre à tout type de demande. Donc, globalement, la question que j'entends dans le webinaire, c'est y a-t-il des préconisations supplémentaires à prendre pour la sécurité et la prévention lors de l'utilisation des bio et géosourcés? Et j'ajouterai en comparaison avec le conventionnel. Et, et je dirais, en tant qu'artisan, en étant sur le chantier, non. Même si on a pu entendre qu'il y a quand même des différences, notamment avec les matériaux hygroscopiques, notamment avec les moisissures, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais globalement, là, je vais basculer du côté du chantier, hein. Il y a, on va dire, le monde de la recherche, il y a le monde des institutions qui font avancer, et il faut, c'est très bien. Et puis, malheureusement, il y a la réalité du chantier. Et pour ceux qui vont régulièrement au chantier, peut-être que vous avez pu constater que, pour moi, on a fait un retour en arrière quasiment. Par exemple, au niveau des poussières, le masque chirurgical, le masque que tout le monde a utilisé pendant la Covid, est quasiment devenu le masque anti-poussière. Euh, donc, il y a vraiment un énorme fossé, c'est même pas un fossé, hein, c'est un canyon entre ce qu'il faudrait mettre en place, enfin, tous les produits, toutes les solutions qui sont existantes, et puis l'arrêté de la mise en place sur chantier. Et je ne parle pas de une personne sur un chantier, non, on fait beaucoup de marchés publics, on fait du marché privé, quel que soit le contexte, de partout, tout le monde a des masques chirurgicaux. Voilà. Un autre exemple, parce que donc, nous, on est beaucoup en filière humide, on consomme énormément d'eau, et c'est pas rare de voir qu'il y a un seul robinet d'eau au bout du chantier, parfois à 200 mètres. Et souvent, qu'est-ce que font les personnes qui ont besoin d'un peu d'eau, pas de centaines de litres comme nous? Eh bien, ils vont puiser l'eau dans la cage d'ascenseur qui fait 2 mètres de profond. Il y a juste une planche pour servir de garde-corps. Donc, ils passent dessous et puis ils tendent le bras, ils prennent un seau et puis ils vont porter 15 kilos à travers le chantier à 50 mètres à côté. Voilà. Donc, il faut bien voir tout ce qu'il faudrait faire, et puis il faut voir aussi le contexte dans lequel on est réellement. Et je sais que tout le monde le sait, puisque c'est l'objet du webinaire, mais voilà, il faut bien faire le lien avec la réalité. Nous, comme on est dans une technique, donc on fait que des enduits et du béton biosourcé, donc on est en filière humide. C'est des ouvrages qui sont très lourds, il y a énormément de pénibilité, de répétition, etc. Donc en fait, pour moi-même, puisque je suis le fondateur de mon entreprise et que je suis aussi sur le chantier, mais pour l'équipe et pour attirer les nouvelles générations, si je puis dire ainsi, on a besoin d'améliorer nos conditions de travail au quotidien. Et du coup, c'est vrai que on a mis en place plein de petites choses. Alors, c'est des petites choses que je vais montrer. Mais que la CARSAT, et je les remercie au passage, nous ont accompagnés à financer après coup, parce qu'en fait, on a découvert la CARSAT après avoir fait nos développements. Et je remercie Monsieur Royer d'ailleurs qui est présent et qui nous a bien accompagnés. Et puis, après coup, on a aussi rencontré la médecine du travail et qui est venue faire des mesures de poussière, de bruit, de gaz, et qui nous a permis de voir que les petites choses qu'on avait fait allaient dans le bon sens. Voilà, donc ça c'est un petit tableau pour dire un peu les problématiques auxquelles on est confronté et sur lesquelles on a essayé de travailler à notre échelle. À notre échelle, il faut le rappeler, on est artisan, on est confronté à une problématique de prix, hein. Donc on est confronté à une problématique économique et donc de solutions. Et même si on a la chance d'avoir des financements comme ceux de la CARSAT et peut-être d'autres, il y a néanmoins une problématique financière à la mise en place de ça, premièrement. Deuxièmement, il y a une problématique technique parce que pas toutes les solutions vont être adaptées.
à toutes les circonstances de chantier. Et puis troisièmement, et pour moi c'est le point le plus important, et j'en avais déjà longuement parlé avec Adrien à l'époque, et puis avec toutes les personnes avec qui je peux échanger sur le sujet, c'est que développer des solutions techniques, c'est bien, mais en fait, mettre en place des financements, c'est encore mieux. Mais en fait, tant qu'on ne fait pas de la pédagogie, et pas aux chefs d'entreprise, mais aux personnes qui sont sur chantier, je vais être un peu dur, mais ça ne sert à rien. La preuve en est par l'exemple que j'ai donné du masque chirurgical. Ça a été absolument passionnant pour nous de faire venir la médecine du travail et d'apprendre à comment fonctionne un poumon, comment fonctionne une oreille. Et de comprendre au-delà de notre intuition ou bon sens personnel de se dire il y a de la poussière, on va mettre quelque chose sur notre nez, de comprendre en fait que ce que c'est qu'un poumon et puis surtout qu'on n'en aura pas un troisième si on en a deux. Et là, je pense que il faut arrêter de faire de l'innovation, il faut arrêter de faire de la recherche d'une certaine manière. C'est une manière de parler, hein, c'est pas qu'il faut arrêter, mais en fait, c'est surtout qu'il faut mettre tous les moyens sur la formation. Et la médecine du travail me déplorait à quel point, même en CFA, même en formation, il n'y en a pas. Et pour avoir fait un CAP de charpente, on ne m'a jamais parlé de mes poumons et de mes oreilles. Euh, voilà, je vais m'arrêter parce que je pourrais en parler très longuement et je vais montrer quelques photos élémentaires de ce qu'on a pu mettre en place. Mais par exemple, les enduits, vous avez peut-être entendu dire que quand on fait des enduits, à un moment donné, on va talocher. Talocher, c'est un outil plat qu'on va faire tourner sur la matière qu'on vient d'étaler sur le mur et on va faire tourner cet outil pendant des heures pour travailler notre matière. Et donc, c'est un mouvement répétitif qui est extrêmement usant. Euh, Rares sont les enduseurs qui utilisent un outil qui existe, qui est une taloche électrique. Alors que tous les menuisiers vont utiliser des ponçeuses orbitales, la grande majorité des enduseurs utilisent des taloches manuelles. Ne pas hésiter à mettre, alors là, nous, on met des linos en pied de mur pour récupérer la matière, pour la faire glisser, pour éviter de pelleter. Construction de potences pour porter des pièces de machine qu'on démonte quotidiennement pour nettoyer la machine. Une pièce qui fait 35 kg. On a construit une simple petite potence pour la maintenir à la bonne hauteur pour pouvoir la laver correctement. Alors là, c'est encore plus basique. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de l'eau. On n'aime pas porter l'eau. C'est la première chose qu'on s'interdit de porter. Pour ça, on a des tuyaux et la plupart du temps, on peut constater que sur les chantiers, il n'y a pas de raccord, pas les bons raccords, etc. Il y a un type de raccord qui est extrêmement bien, qui peut s'utiliser aussi bien pour l'air, le tuyau de gauche qui est plus petit que pour l'eau à droite. Ils sont compatibles. Il n'y a pas un mâle et un femelle. C'est tous les mêmes. Ils sont emboîtables. Et du coup, ça permet d'avoir de l'eau de partout. On a installé des nourrices sur nos machines pour faire des réseaux d'eau, pour avoir de l'eau à tous les endroits, avec des vannes, tout ça métallique, il n'y a pas de fuite, ça ne se casse pas. Et quand on fait 3 tonnes d'enduit, on brasse plus d'une tonne d'eau par jour, et donc bah, c'est une tonne absolument économisée. Et puis, on a sûrement dû entendre parler que quand on fait de la maçonnerie, il faut mouiller son support. Quand on fait des enduits, c'est les mêmes cas. Souvent, quand on va faire de la finition, on mouille avec des vaporisateurs. Les vaporisateurs, il faut mettre de l'eau, il faut pomper, ça marche jamais. Et puis surtout, c'est lourd. Du coup, nous, on a pris la lance du vaporisateur et on l'a branché simplement sur le tuyau. Et en fait, la simple pression du réseau fait qu'on a le bon débit, la bonne vaporisation. Et comme on a 2 bras, on peut même avoir 2 lances et on va 2 fois plus vite. Et alors, au lieu de porter un vaporisateur qui fait 15 kg et qu'il faut repomper toutes les 3 minutes. Pareil au niveau du malaxage, au lieu de tenir un malaxeur et de tourner autour d'une cuve, eh bien, on a fixé 6 malaxeurs sur un châssis et sur des gros chantiers, des marchés publics où on peut financer la présence d'un engin de levage type manuscopique. Eh bien, on va malaxer directement de cette manière-là. Là, c'est dans le cas d'un projet en terre chanvre où on ne pouvait pas malaxer avec d'autres types de malaxeurs. On évite autant que possible de porter les matières ou de les transporter sur des longues distances. Donc, on les met au plus proche des lieux de malaxage. Souvent conditionnés en big bag, on peut les mettre, on a une remorque, on va la voir après, dans la remorque directement. Donc, l'opérateur a juste à se retourner et à prendre. Dans d'autres cas, de nouveau sur les gros chantiers où on a un engin de levage, on peut mettre des vannes de vidange sous les big bags, ce qui fait qu'on n'a même plus à pelleter la matière et on peut remplir directement nos contenants.
Alors là, sur la photo de gauche, ce qu'il faut voir, c'est le tube d'échappement. Toutes les machines à projeter ont un échappement qui sort dessous, ce qui fait que les gaz vont ressortir à 360 degrés sous la machine. Et donc l'opérateur qui fait le mélange va respirer les gaz. On l'a mesuré avec la STDV, c'est direct. Et nous, en fait, on n'aime pas les gaz d'échappement et du coup, on avait bricolé ce tube d'échappement et qu'on oriente en fonction du vent et dans tous les cas, pas en direction de l'opérateur, mais on a fait des mesures avec la STDV pour voir dans le cas le plus défavorable, en tournant l'échappement en direction de l'opérateur qui fait les mélanges. Et en fait, on s'est aperçu que la hauteur fait que les gaz vont retomber derrière l'opérateur. Et donc, même si en cas défavorable, le pot d'échappement est tourné vers l'opérateur, il se trouve que de par la hauteur et la puissance de la sortie, et il tombe derrière et du coup, on n'est pas contaminé. À droite, ce qu'il faut observer, c'est un système d'aspiration des poussières, puisque, comme ça a été dit, on est confronté à énormément de poussière. Voilà, alors j'avais pas de photo de l'équipe avec des masques à ventilation assistée, mais on s'est également équipé de ça sur chantier parce que ben, quand on fait du béton de chanvre, on fait énormément de poussière, c'est la technique, et donc du coup, eh ben, on s'en prémunit ainsi, mais on s'est également équipé de souffleurs d'air. Alors j'ai pas non plus de photos sur chantier, où on va en fait ramener de l'air frais à l'intérieur, ce qui va avoir par conséquence de faire sortir l'air pollué du chantier. Et comme en fait on fait de la projection, on fait beaucoup de salissures, donc toutes les ouvertures sont fermées, on est dans des véritables saunas hammams, parce qu'on apporte énormément d'humidité et en plus énormément de poussière, donc c'est absolument pas respirable. Et pour autant, la plupart du temps, tout le monde est à l'intérieur du chantier sans aucun masque, sans aucune ventilation, sans rien du tout. Voilà, des rampes larges pour l'accessibilité, pour descendre le matériel sans risquer de le faire tomber ou simplement le porter. On a investi dans une remorque plateau couverte, ce qui nous fait un atelier mobile dans lequel on va pouvoir travailler, ce qui évite d'être à même le chantier par terre, puisque ça c'est un autre exemple que j'aurais pu donner au début. Les sols ne sont jamais terrassés correctement, ils le sont faits juste à la fin du chantier. Alors qu'il me semble que la STDV ou le PPBTP me disait que 30% des accidents, c'est des chutes de chantier, juste en trébuchant par terre. Donc, ça limite. Une manière de limiter aussi les risques de trébucher, c'est d'éviter de courir pour se transmettre une information. Donc, du coup, on a investi dans des casques communicants. Euh, Ça paraît high-tech, mais c'est un très grand confort. C'est extrêmement onéreux. Un autre aspect auquel on est confronté sur chantier, c'est les intempéries. Alors, on pense souvent à la pluie, mais je pense que avec ces dernières années, ces derniers étés, on pense de plus en plus au soleil. Et en fait, un simple parasol de forain fonctionne dans les deux cas, aussi bien en cas de pluie qu'en cas de canicule. Et en cas de canicule, d'ailleurs, on s'en sert plus en cas de fort ensoleillement. Ça fait toute la différence entre travailler en plein soleil, avoir une casquette, ça fait pas une grande différence. Par contre, être sous un parasol, ça fait une énorme différence. On a renforcé également la sécurité autour de la machine en mettant un tuyau bien plus résistant pour éviter les risques d'explosion. Donc, ce qu'il faut observer, c'est la taille du tuyau. Voilà, et puis on m'avait dit de montrer quelques images de chantier biosourcés. Donc là, c'est une rénovation d'une maison en pierre en Ardèche, avant projection et après projection de chambre. Pour savoir de quoi on parle un peu, une petite vidéo de projection de chambre, parce que, hop, je ne l'ai pas dit, mais c'est inné dans la démarche. Donc, pour projeter, enfin, pour faire des bétons biosourcés et des enduits terre et chaud, on utilise du matériel de projection, ce qui a le grand intérêt de déplacer de malaxer la matière, premièrement. Deuxièmement, de déplacer la matière. Et troisièmement, de l'appliquer sur le mur. Et donc, en fait, toutes les parties à très forte pénibilité, la machine s'en charge. Et puis, on va dire la partie plus noble, la partie où on va dresser, on va finir, on va apporter le plus de valeur ajoutée, eh bien, elle reste manuelle. Et c'est, on va dire, un peu pour conclure, là, c'est une projection, pardon, projection d'enduit.
Pour conclure, la démarche de l'entreprise, ça a été d'optimiser tous les postes optimisables sans intérêt et mécanisables dans le sens où l'homme et la machine peuvent être très compatibles dans le sens où la machine est plutôt puissante mais pas du tout adaptable, alors que l'humain et même pour les plus costauds, est peu puissant, mais par contre beaucoup plus adaptable. Donc, c'est l'idée de travailler dans les deux, sachant que pour autant, ce n'est pas la machine qui donne le rythme, mais c'est l'opérateur. Bref, un grand sujet. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. On n'a pas assez l'occasion d'avoir des retours d'expérience de chantier comme ça. Désolée encore pour ce retard sur le webinaire. On a effectivement mal calculé le temps, mais l'avantage, c'est qu'un webinaire, c'est disponible aussi en replay. Du coup, ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout pourront le faire a posteriori. On a juste une dernière toute petite intervention d'Oikos, hop, Bonjour. mais qui voulait voilà, juste nous faire passer une information sur un projet en cours. Je vais juste partager la... Donc, merci. Je commence hein, le temps qu'il y ait Oui, vas-y, vas-y. s'affiche. Donc, je suis Fabienne Gouty. J'accompagne Oikos. Moi, je suis la fabrique Ergo. Donc, vous avez parlé de recherche. Merci pour toutes les présentations qu'il y a eu auparavant. Moi, je fais de la recherche intervention, justement. Donc, le but, c'est d'apporter des outils, notamment de métrologie et puis d'analyse de l'activité concrète, du travail réel aux artisans, artisanes. Là, dans ce projet, c'est construction plurielle. Il y a un podcast que vous pouvez retrouver en ligne sur Podcastix qui s'appelle Construction donc pluriel, genre et santé au travail dans le bâtiment écologique. Et en quelques mots, d'où notre projet qui va durer sur un an, qui est en partie financé par l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Donc on est sur vraiment le travail réel, les différentes, on va dire, dimensions de l'humain au travail, donc en termes de santé physique, mais aussi on n'en a pas parlé aujourd'hui, santé mentale. C'est pour ça que c'est important de relier à la fois la santé et la performance, l'économie qui est très important pour les entreprises, notamment dans l'artisanat. Et donc cette santé, c'est pour ça qu'on est parti aussi sur les stratégies, notamment des femmes, mais pas que, mises en place en fait par les différentes personnes en activité. Moi, je ne parle pas d'opérateur et ni de poste, c'est plutôt l'activité de travail. Donc, tout comment on va engager son corps dans l'activité pour pouvoir se préserver. Donc, on documente avec tout un groupe d'artisans, artisanes, avec les podcasts et en dehors dans des ateliers, comment ça se passe sur le chantier et comment on peut se préserver à la fois des émissions de poussière et autres. Et nous, on est très spécialisés biomatériaux et géomatériaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabienne. Et merci beaucoup à tous les participants d'être restés un peu plus. Et donc, vous retrouverez toutes les informations, tous les supports sur notre site avec le replay, ainsi que tout plein de ressources qui vont bien avec ce webinaire. Voilà, je vous remercie beaucoup et très bonne journée à tous.